retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Charles Vabé et de notre éditorialiste Alfred Chango. Place tout de suite à notre dossier du jour. Les chefs d'État et de gouvernement sont d'accord. L'Union africaine doit être réformée et vite, mais ils ont exprimé leur volonté de bénéficier de plus de temps pour évaluer les propositions sur la question de l'autofinancement de l'institution qui était un des dossiers au cœur du 29e sommet de l'Union africaine. Les détails avec Deogracias Podo. Adoptée par les chefs d'État et de gouvernement africains en juillet 2016 à Addis Abeba en Éthiopie, la taxe sur les importations était une nouvelle fois au menu des discussions lors du 29e sommet de l'Union africaine tenu les 3 et 4 juillet 2017 dans la capitale éthiopienne. Si l'objectif affiché par ses défenseurs est de rompre avec la dépendance de l'organisation vis-à-vis du financement étranger, d'autres pays plutôt pessimistes comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Tunisie ou encore l'Égypte tiennent au respect des règles du commerce international. À ce jour, l'Union africaine est financée à plus de 75% par des aides extérieures et c'est l'une des raisons pour lesquelles ses membres veulent passer à un mode de financement à 100% par les États, dont 75% pour les programmes à exécuter et 25% pour le fonds paix et sécurité. Nous ne pouvons plus compter sur les financements extérieurs pour faire fonctionner notre institution. Nous devons désormais affirmer notre souveraineté financière à travers le prélèvement d'une taxe sur les importations pour financer l'organisation panafricaine. C'est un nouveau prélèvement qui devrait, à l'échelle africaine, rapporter à peu près 1,1 milliard d'euros. Ça nous permet non seulement de pouvoir financer nos projets, nos activités au sein de l'Union africaine, mais aussi de disposer d'une certaine marge financière pour faire face à des cas d'urgence. Depuis sa création en 2002, l'Union africaine subit de nombreuses critiques. Beaucoup lui reprochent ses lourdeurs bureaucratiques, les problèmes de mise en œuvre de ses décisions ou encore sa dépendance financière face aux bailleurs internationaux. L'institution serait, au dire de certains, une organisation dysfonctionnelle dont la valeur pour les États membres est limitée compte tenu de cette dépendance. En exemple, son budget prévisionnel 2018, hors opération de maintien de la paix, est établi à 800 millions de dollars, dont près de 80% seront pourvus par les dons de l'Union européenne, de la Chine, de la Banque mondiale et des États-Unis. Les 20% restants seront alimentés de cotisations des États membres qui généralement accusent soit des retards ou des défauts de paiement dans un contexte économique difficile. Je pense qu'il y a vraiment un souci de souveraineté, de légitimité, mais en dessous aussi, il y a vraiment des questions économiques importantes qu'il faudra peut-être faire profil bas pour garder les questions de libéralisation et de mondialisation très importantes. Mais il faudra que les pays se saisissent de la question pour encourager l'entrepreneuriat africain, pour permettre aux entreprises africaines aussi d'être compétitives à partir du moment où ces entreprises-là peuvent trouver une plus grande visibilité sur le marché avec la mise en place de cette taxe-là. La question de l'autofinancement de l'Union africaine suscite des réactions divergentes parmi les chefs d'État qui ne partagent pas tous le même point de vue sur l'origine des fonds de l'institution. Certains évoquent le caractère anticonstitutionnel d'une taxe de 0,2% sur les importations de produits non africains du fait que dans leur pays respectifs, aucun impôt ne peut être voté pour être destiné au financement d'une organisation internationale. D'autres évoquent le fait qu'une telle taxe pourrait être contraire aux règles de l'Organisation mondiale du commerce dont l'ensemble des pays africains sont membres à l'exception de l'Algérie. Est-ce que l'Union africaine fait des actions pour booster ou bien dispose de mécanismes efficaces pour booster le commerce intra-africain d'abord, pour permettre aux pays d'évoluer et aux pays de se dire, ok, l'Union africaine a facilité les échanges entre les États ou bien créé un environnement ou bien un climat favorable aux affaires. Donc, sur mes importations, je peux octroyer 0,2% à l'Union africaine. Aujourd'hui, il ne suffit plus de faire des déclarations, de faire des annonces. Mais il faut être pratique et pragmatique. C'est ça qui manque un peu à l'Union africaine. Quoi qu'il en soit, le mécanisme est lancé.
L'objectif de bien de pays défenseurs du projet est de parvenir à ce que plus de la moitié des pays africains adoptent la mesure d'ici fin 2017. Si certains pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, se sont déjà engagés dans ce sens, d'autres, pour des raisons propres à la structure de leurs économies, hésitent encore. La formule d'autofinancement proposée n'est pas méconnue du groupe des pays ouest-africains. Ces derniers, membres de la CEDEAO, sont tenus de payer des prélèvements communautaires à hauteur de 0,5% de devoir de charge perçus sur les importations en provenance de l'extérieur de la communauté. C'est là l'épine dorsale de financement des programmes et activités de l'ensemble régional. Ce mécanisme très simple va faire en sorte que les entreprises africaines vont pouvoir disposer d'un marché beaucoup plus grand en Afrique et aussi booster les échanges intra-africains. Maintenant, sur quel produit appliquer cette taxe pour ne pas complètement déstructurer aussi la machine de production africaine? Parce que moi, je pense qu'avoir des taxes d'importation sur des machines de production que l'Afrique n'arrive pas à fabriquer et ne fabriquera pas sur les 50 prochaines années, et ce n'est pas la peine de mettre des taxes là-dessus parce que ça décourage beaucoup plus l'entrepreneuriat africain. Il va sans doute falloir encore attendre avant de voir la taxe sur les importations entrer en vigueur sur le continent. D'ici là, les chefs d'État s'attelleront à d'autres priorités, notamment la problématique migratoire et les défis du financement du développement, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les États membres veulent mettre en place une zone de libre-échange continentale, un chantier qui permettra d'instaurer un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs. Selon les estimations de l'Union africaine, la mise en œuvre effective de ce projet permettra d'ici 2021 de doubler la part du commerce interafricain de 14 à 28%, ce qui correspond à un gain annuel de 35 milliards de dollars pour le continent, alors que jusque-là, le commerce intra-africain ne représente que 10% de ces échanges. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par M. Patrick Mboyo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, M. Mboyo, dites-nous, l'ambition d'autofinancement de l'Union africaine, on l'a vu, est basée sur une taxe de 0,2% sur les importations. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie? C'est une bonne stratégie, a priori. D'autant plus que cette taxe est basée avant tout sur des produits d'importation et non pas d'exportation. Cela veut dire qu'on est au moins sûr que ça va concerner des produits qui vont être identiques et dont on aura besoin à moyen, voire à long terme, ce qui va rassurer l'assiette fiscale de cette taxe. Néanmoins, ça pose un sérieux problème en ce qui concerne la pertinence ou l'opportunité de ces taxes maintenant. La difficulté, c'est qu'on est en train de concevoir une zone de libre-échange, comme ça a été dit dans votre reportage, qui va partir de Tunis à Cape Town, avec une difficulté, à savoir que derrière une zone de libre-échange, il y a l'idée d'union douanière. La douane ne se conçoit pas de la même manière que l'on soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est ou en Afrique de l'Ouest, d'où la difficulté. Il faudrait d'abord commencer par faire un travail au niveau des organisations sous-régionales, c'est-à-dire la CEDEAO, la CEMAC, la SADC, l'organisation de l'Union Maghreb arabe, je ne sais pas si ça existe encore, en tout cas les pays de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est, afin de pouvoir établir déjà des éléments africains, bien entendu, de l'Afrique du Nord, pardon, afin d'établir déjà des modalités de cohérence, de cohésion, afin d'arriver à une perception de douane qui soit plus ou moins efficace. Mais je regrette que cela soit pensé pratiquement une quinzaine d'années après la création de l'Union africaine, parce qu'on n'avait pas pensé. C'était la première des choses à laquelle on aurait dû penser. Et là, Alfred, le processus, compte tenu de ce qui vient d'être dit, semble encore long, hein? Bon, disons, pas nécessairement long, hein. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs, des mécanismes qui existent déjà, comme au niveau de la CEDEAO. Il suffirait effectivement que la CEMAC, mais CEAC, c'est une zone qui est un peu bizarre, un peu à part, pour que effectivement ces taxes soient prélevées dans chacun des États. La difficulté vient simplement de ceci, que ça part d'une idée généreuse qui a été annoncée, mais qui n'a pas été pensée en amont, c'est-à-dire pour mettre en place les mécanismes qui permettraient justement qu'on sache quel produit d'importation va être taxé dans chacun des États. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que cette taxation respecte les règles de l'Organisation mondiale du commerce? Et si tel est le cas,
qui prélève cette taxe et puis qui le transfère au niveau de l'Union africaine. Je crois effectivement qu'il ne suffit pas de décréter cela, encore faut-il justement qu'il y ait des mécanismes autour qui permettent justement de sortir du flou, comme c'est souvent le cas un peu en Afrique, et puis que si des fonds étaient récupérés, ça ne puisse pas se volatiliser dans la nature. Ça, c'est une première remarque. Justement, Alfred, a priori, les États sont d'accord sur le principe, mais pour l'instant, il n'y en a que 10 sur les 55 qui sont prêts à mettre en place cette taxe. Qu'est-ce que cela traduit finalement? Mais c'est-à-dire que ça avance selon le rythme de chacun des États. Et des possibilités aussi de chacun de ces États-là, justement, à mettre en place cela. Mais une dernière chose, je pense effectivement, et puis Patrick, vous aurez la parole, Charles, pardon, je pense qu'on peut imaginer une autre manière de financer cette Union africaine. La taxe de l'aéroport. Quand je vois ce qui se passe, par exemple, à Kinshasa tous les ans, tous les mois, tous les jours, où on fait payer à tous les voyageurs congolais qui débarquent là-bas $50, sinon on ne voyage pas, et que les gens s'acquittent de cette taxe depuis de nombreuses années, on pourrait imaginer quelque chose dans ces sens-là, plutôt que justement de taxer des produits, comme le rappelait quelqu'un dans le reportage, dont on n'a pas la maîtrise. Je viens parce que j'ai l'impression qu'on est légèrement, non pas hors sujet, parce que ce qu'on a tendance à comprendre, c'est qu'on parle de taxes. On nous a toujours dit que l'Afrique était quand même le berceau de l'humanité. Cela signifie quand même que l'Afrique est une terre bénie de Dieu, il faut le dire. On trouve tout en Afrique. Nous sommes quand même des propriétaires terriens. Et nous a parlé par exemple de 2%. Moi, je souhaiterais quand même qu'on monte quand même le mercure à moins 100 à 15% par exemple pour taxer. Ah là, on est à 0,2%. 0,2%. On a du mal à comprendre que le financement, franchement, sort de l'extérieur, c'est-à-dire il y a au moins 70% franchement qui sort par exemple de la banque, de la Chine ou bien de la Banque mondiale, des pays européens. Mais dites-moi, quelle est la marge de manœuvre pour les pays africains qui aujourd'hui parlent franchement de taxation des produits qui viennent de l'extérieur, sachant très bien qu'ils sont toujours en train de tendre la main à l'Occident? C'est ça aussi le problème aussi qu'il faut essayer de voir. Donc moi, je souhaiterais quand même qu'on réfléchisse et qu'on trouve par exemple un terrain d'entente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Afrique? On peut dire qu'au lieu, par exemple, on peut nationaliser, par exemple, les entreprises. Les Bolero et les Bouygues, par exemple, on peut les nationaliser pour dire, bon, c'est vrai, vous faites, par exemple, des chiffres d'affaires en Afrique. Nous, par rapport à ce qu'on a, ce que vous gagnez sur nous, on voit pas, on voit absolument rien. On nationalise, par exemple, toutes les entreprises, par exemple, qui font du grand chiffre d'affaires. L'État, par exemple, prend 3%. On donne par exemple 1%. Par exemple. La nationalisation, Charles, n'est pas une solution. L'État n'a pas vocation. L'État n'a pas vocation justement à se substituer aux entreprises privées. Puisqu'on cherche des financements, oui. Vous en convenez avec moi que lorsque par exemple un État, je vais parler bien sûr de l'Europe, un État français par exemple, je vais parler de l'Europe, qui prend une décision de bombarder par exemple la Libye. L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie que des communiqués. Quelle est la marge de manœuvre de l'Union africaine? On est tout à fait d'accord. Lorsqu'elle cherche par exemple un financement, il est quand même très important de le chercher. On est d'accord sur la question de l'indépendance, sur la question de l'indépendance de l'Union africaine. On peut d'abord dans un premier temps s'appuyer sur ça pour retirer le maximum. Merci, M. Fabé. Allez-y, M. Mpoyo. Je pense qu'une matière première sans possibilité de transformation ne vaut rien. On peut avoir des diamants dans une contrée, mais si on n'a pas de l'échange, si on n'a pas du blé pour pouvoir manger, ceux qui vont creuser pour chercher du diamant, demain ne pourront pas le faire. D'où les échanges, d'où le premier système de commerce au monde, c'est les trocs. Donne-moi ce que tu as, je te donne ce que j'ai, pardon. Donc, je pense pas qu'on doit simplement raisonner dans la logique de ce qu'on a, mais il faut surtout raisonner dans la logique de ce qu'on peut obtenir en échange de ce qu'on a. Justement, messieurs, pardonnez-moi, s'il vous plaît, je voudrais qu'on reste assez concentré sur le sujet, puisque ça concerne le financement de l'Union africaine. Que prévoit le rapport Kagame, justement, en ce sens? Que propose le président Kagame,
qui a la charge finalement de réformer cette institution en ce qui concerne l'autofinancement. Malheureusement, il n'a pas proposé grand-chose. Il a répété ce qu'il a dit à Kigali tout à l'heure. C'est une idée pieuse, mais qui n'a pas été réfléchie en amont. D'où je parlais tout à l'heure du problème de cohérence et d'association d'organisations sous-régionales. Parce que cette taxe ne marchera que si les associations les organisations sous-régionales sont impliquées. Si elles ne sont pas impliquées, ça ne marchera pas. Parce que la première force d'intégration aujourd'hui, c'est au niveau des organisations sous-régionales. Regardez les fonctionnements de la CEDEAO, regardez les fonctionnements de la SADC. Pour ne prendre que ces deux exemples, ça constitue aujourd'hui des pôles économiques, des pôles de bassins économiques assez attractifs et assez compétitifs par rapport au reste de l'Afrique. Vous venez de dire quelque chose, c'est vrai que ça ne marchera pas. C'est-à-dire, enfin, que tout... Non, je n'ai pas dit que ça ne marchera pas. Non, vous venez franchement d'assumer quand même quelque chose que la taxe, en fait, qu'on ne marchera pas. Non, je n'ai pas dit que ça ne marchera pas. J'ai dit simplement qu'il faut réfléchir en amont sur l'applicabilité pertinente. Moi, je parle dans le contexte où nous sommes propriétaires terriens. Nous avons ce qu'on appelle, en Afrique, il y a tout ce qu'il faut. Dans le monde entier, tout le monde est propriétaire terrien. On est propriétaire terrien. Tout le monde est propriétaire terrien. Maintenant, il y a quand même un problème. Il y a quand même une part de parité qui est là. On va troquer, par exemple, ce qu'on a. Mais l'euro, par rapport, bien sûr, au change qui se passe dans le monde entier, on voit que l'euro, par exemple, monte par rapport, bien sûr, au dollar ou bien quelque chose comme ça. Quand vous prenez par exemple l'argent qui se trouve, le franc, l'argent, disons la monnaie congolaise qui pèse moins par rapport bien sûr au franc CFA, il y a quand même beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi il faut s'appuyer sur ce qu'on a d'abord dans le premier temps. Si on réfléchit très bien. Ce qu'on a ne permet pas d'avoir le change. Mais est-ce qu'on a déjà essayé ou ça n'est pas transformé? Ça n'est pas transformé. La transformabilité, si je peux le dire, de ce qu'on a, c'est le plus important. Le fait qu'on prend par exemple 15% par exemple des produits. 15%, c'est énorme déjà. On n'arrive pas à financer. On n'arrive pas. Aucun État n'arrive à financer son agriculture déjà. Mais quand ça arrive bien, c'est plus que 15%. Non, mais on est d'accord sur le principe parce que lorsque non, 0,2% c'est raisonnable. Simplement. Ça n'a pas été pensé en amont, malheureusement. C'est ça le problème. C'est ça tout. Voilà, exactement. C'est un vœu pieux, un coup de com' pour celui qui veut devenir le prochain président de l'Union africaine, de dire que je viens avec une idée novatrice, oui, mais une idée novatrice qui va s'appliquer comment? Combien d'idées pieuses avons-nous eues? C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il ne faut pas inventer pour inventer. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des bicyclettes qui circulent seules. Mais pour quel intérêt? Il faut inventer avec l'intérêt de pouvoir de mettre son invention au service du développement et du progrès, mais non pas pour créer encore des difficultés en arrière. Depuis 1963 que ça a été créé, ça a changé de nom en 2002. Mais nous sommes en 2017. Ça a changé de nom en 2002, en 2017, en fin de compte, ça continue. La même façon réellement de réfléchir de manière très intellectuelle. Non, mais ce sont les chefs d'État. Voilà, c'est la même façon de réfléchir. Ce sont les chefs d'État. Ils ont mis en place le NEPAD. L'impression qu'on nous donne, c'est que rien n'a encore avancé. Rien n'avance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a 70% du financement qui sort de l'extérieur. Nous sommes tout à fait d'accord. On a 70% en fin de compte du financement qui sort de l'extérieur. Donc, sans même aller loin, le siège aujourd'hui de l'Union africaine a été par les Chinois qui ont donné comme un don à l'Afrique. Mais quand on donne un don... Messieurs, merci, pardonnez-moi, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Alfred, rapidement, le mot de la fin en ce qui concerne cette question du financement de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faudrait attendre? Qu'est-ce qu'il faut envisager? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que la réflexion se poursuive pour savoir comment on peut concrètement, réellement, pratiquement mettre en place cette taxation sur quels produits qui n'impacte pas justement les importations, les balances d'ailleurs commerciales de chacun de ces États. Et à partir de là, on peut repartir. Sinon, il faut voir quels sont les autres produits en interne à travers les différentes organisations sous-régionales. On peut puiser le financement de l'Union africaine pour qu'on arrive à cette autonomie. Merci à tous pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants. La suite de l'Africa News. On a tout de suite.